j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver. Vraiment jamais. Un jour, je reçois une demande de location Airbnb d'une gentille dame. Cette dame m'envoie un message: bonjour, je suis à la rue, j'ai un souci, j'ai une petite fille, j'ai une solution pour demain, mais ce soir, voilà, je suis à la rue, j'ai vraiment besoin. Anthony, dans toute sa gentillesse, lui donne accès à son logement. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast de Money Circle Talks, c'est Anthony et comme d'habitude les amis, c'est un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi ça va, franchement ça va tranquille. Aujourd'hui les amis, un petit épisode un petit peu spécial. Ok, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit update sur toutes mes actualités, etc. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous raconte tout. Non, on va revenir notamment sur mon Airbnb que j'ai lancé, ce que j'en pense, etc. Ensuite, on va parler des problèmes du Airbnb. On va également parler, on va faire un gros axe sur vraiment la location courte durée, ce que j'en pense. Ensuite, on va parler un petit peu des complications bancaires en ce moment, mes envies d'acheter des choses. On va parler un petit peu de crypto, etc., etc. Et j'espère que c'est un épisode qui vous fera kiffer, les amis. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses, normalement. Bon, on commence tout de suite par le petit retour sur le Airbnb. Alors, ça fait maintenant 6 mois que je l'exploite à 100%. Et si je devais résumer, je bouge le micro pour que vous l'entendez bien, hop, j'aurais dû commencer plus tôt. Ça c'est clair. J'aurais dû vraiment commencer plus tôt. C'est mon tout premier Airbnb. Je l'ai exploité vraiment en mode freestyle. J'ai pas fait de formation, j'ai rien fait de tout ça. Et c'est un logement qui tourne en location courte durée. Je suis full quasiment 20 nuits par mois, même un peu plus, ça dépend. Même là, je pensais en été que ça allait être mort. Et franchement, il est full quasiment tout le temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'ai une stratégie au niveau du prix un peu agressive. C'est-à-dire que j'étais quasiment le moins cher du secteur. Et petit à petit, en fait, j'ai fait ça spécialement pour avoir beaucoup de notes et pour passer super hot. Alors, à l'heure actuelle, je suis super hot et ce que j'ai fait, c'est que tout doucement, je remonte mes prix pour m'aligner au prix du marché. Je vise pas non plus au-dessus, simplement parce qu'en fait, mon bien, c'est un bien où je suis un peu restreint au niveau d'accueil des voyageurs. C'est-à-dire que je peux accueillir 1 ou 2 voyageurs et c'est tout. Je peux pas viser au-dessus, j'ai pas mis de canapé lit, j'ai rien mis de tout ça. Du coup, c'est 2 voyageurs maximum. C'est un logement que, je vous rappelle un peu, mais moi je suis à côté de Genève. J'investis tout mon patrimoine immobilier est dans le nord. Donc je suis à plus de 8 heures de route, 7h30 si ça roule bien de route. Et donc c'est un business que j'ai totalement automatisé, notamment avec une serrure connectée Nuki que je contrôle à distance. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est quasiment passif à 100%. Les seules choses que je dois faire, c'est paramétrer quand j'ai une demande de location, c'est paramétrer un code, l'envoyer avec un message pré-créé où j'ai juste à modifier la date et le code et tout s'envoie de manière automatisée sur franchement Airbnb. Alors j'utilise que Airbnb par contre, mais franchement je trouve que c'est une plateforme qui est super bien réfléchie. J'ai pu programmer plein de messages automatiques et c'est-à-dire qu'en fait j'ai absolument rien du tout à faire. Je reçois une réservation, bam, dans les 5 minutes il y a un message d'accueil qui se présente pour le voyageur. Je lui annonce tout ce qu'il y a, etc. etc. Et je lui annonce que je lui donnerai le code en fonction de en fonction du temps
à venir de la location, c'est-à-dire s'il a réservé pour dans 3 semaines, ça sert à rien que je lui envoie son code tout de suite. Par contre, s'il a réservé pour demain, eh ben, il y a un message qui lui dit, ok, dans moins de 24 heures, tu vas recevoir ton code. Et en fait, moi, j'ai juste à le programmer et puis l'envoyer. Ce que j'ai noté, en fait, le point le plus critique d'un Airbnb, c'est vraiment la femme de ménage. La femme de ménage, et les amis, c'est le point crucial. Je pense que la femme de ménage, c'est le point qui va faire si oui ou non tu continues ton Airbnb. Si t'as pas envie de t'en occuper, comme moi, où je suis à distance, je peux pas m'en occuper, la femme de ménage, c'est vraiment le point le plus important à trouver. Il faut trouver une personne qui est consciencieuse, une personne qui est disponible. Parce que, en fait, cette dame, tu vas pouvoir, ou ce monsieur, hein, tu vas pouvoir l'appeler du jour au lendemain pour lui dire ok, bah, aujourd'hui j'ai une location, demain tu as un ménage, etc., etc. Donc la femme de ménage, c'est vraiment le point plus plus. Au début, comment j'ai fait? C'est simple, hein, je suis parti sur Allo Voisin. J'ai mis une annonce, il y a 5 6 femmes de ménage qui m'ont contacté. J'ai fait un premier entretien au téléphone. Vous allez rigoler, les amis, mais vous savez quoi? J'avais sélectionné 3 femmes de ménage. Et là, on a fait un entretien physique où je lui ai présenté le logement, etc. Et la dame de ménage que j'ai sélectionnée à la fin, j'avais pas un très bon feeling avec elle. Je la trouvais pas ouf. Et j'ai quand même laissé sa chance. Et franchement, bah là, ça fait 6 mois qu'elle s'occupe de ça. Et ça tourne du feu de Dieu. Elle fait bien le ménage, j'ai aucune remontée d'informations par rapport au ménage. Elle est hyper disponible, c'est-à-dire que si il manque quelque chose, eh ben, elle va faire le nécessaire. C'est-à-dire que moi, je lui ai fourni un stock de base, et puis c'est elle qui va me dire, ok, bon bah, par exemple, je vous donne un exemple. Il y avait des, euh, des mauvaises herbes qui ont commencé à pousser devant sur le trottoir. Et ben, de elle-même, elle m'a dit, écoutez, monsieur Touchard, j'ai acheté ça. Elle me donne le ticket de caisse, et puis basta, tu vois. Je lui facture, enfin, je lui reverse à la fin du mois. Mais voilà, c'est hyper stable, c'est hyper agréable comme fonctionnement. Et franchement, cette dame, elle est juste adorable. Je l'ai même, comment dire, je l'ai même proposé à d'autres personnes qui font des Airbnb sur le secteur. Et parce qu'elle mérite. À l'heure actuelle, c'est mon premier Airbnb, donc j'ai pas non plus assez pour lui donner un travail régulier. Euh, mais voilà, j'essaie de la faire connaître du secteur pour qu'elle puisse avoir plus de clients. Et parce que franchement, c'est facile à déglinguer des gens qui sont pas terribles. Mais par contre, c'est aussi gratifiant de recommander des gens qui sont tip top dans leur travail. Je bois une petite lichette de café, les amis, et on continue, on va parler chiffres. Les chiffres. Les chiffres, c'est ce qu'on aime. Alors, je vais être vraiment totalement transparent avec vous, les amis. Euh, Mon invest total. Alors, il s'avère que ce logement, pour vous imager, c'est un ensemble de une grande maison et une petite maison. Au total, il y a un peu plus de 150 mètres carrés, 160 et quelques, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai une maison qui fait 110 mètres carrés, 115 mètres carrés, pardon, qui est louée en location classique, longue durée. Et j'ai cette petite maison que j'ai décidé de passer en Airbnb. Cette maison, elle est un peu spécifique, simplement parce que j'ai autant de mètres carrés en haut qu'en bas. C'est une maison sur des étages, mais un peu... En fait, c'est une maison qui a été rajoutée. En fait, c'est un espace qu'il y avait entre deux maisons. Et cet espace, ils ont décidé de créer une maison qui est, du coup, un peu bizarre. C'est-à-dire que la maison est un peu en triangle. J'ai la façade avant qui est longue de 3 mètres. Et j'ai le fond de la maison qui doit être quand on est vraiment dans le fin fond, on a peut-être 1,50 m, ok. Donc moi j'étais pas trop chaud pour louer ça en location longue durée. Du coup je me suis dit ok, je vais tenter le Airbnb, n'y connaissant rien, je me suis dit écoute, je vais tester, et au pire, si ça fonctionne pas, je le loue à un étudiant ou je le loue à un jeune actif pour un loyer, voilà. Pour être totalement honnête avec vous, le loyer de la maison d'à côté rembourse tout
le crédit et les impôts, etc. C'est-à-dire que juste avec le logement d'à côté, je suis déjà un tout petit peu plus qu'en cash flow positif. Donc si on prend au niveau des chiffres, si je viens, faire le prorata du prix global, cette petite maison, elle m'est revenue à 22 000 euros. Cette petite maison, vous vous doutez bien, elle était dans un état pitoyable. Quand je l'ai achetée, elle était bloquée dans les années 60. Tout était à refaire, il n'y avait absolument rien du tout aux normes. Et avec mon artisan, si jamais il écoute un jour ce podcast, franchement, je lui fais un gros big up à lui. Il fait de la magie. J'en ai eu pour à peu près 15 000 et quelques euros de travaux. Ce qui me fait un coût de revient total pour cette maison de 37 000 euros. À l'heure actuelle, cette maison, sur Airbnb, je tourne à un peu plus de 1000 euros. Non, on va dire à plus ou moins 1000 euros par mois. Si je rentre toutes les charges, je suis à 9 600 euros par an de loyer hors charge. C'est-à-dire que je retire toutes les charges. 9 600, c'est le bénéf, entre guillemets, après avoir retiré les charges de la femme de ménage, les impôts, les achats, etc., etc. Ce qui nous fait, en renta nette, plus ou moins 25%. Juste pour cette OP. Si on prend sur la totalité de l'investissement, qui comprend aussi notre maison, je suis à un petit peu plus. Si je dis pas de bêtises, bon, j'ai pas fait le calcul, je vais pas le faire avec vous, mais voilà, franchement, c'est ma meilleure opération en immobilier depuis que j'ai commencé, c'est cette maison. Tout est impeccable, la façade elle est belle, la toiture. Alors j'ai quand même fait quelque chose là justement sur le Airbnb. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être réactif. J'ai eu un dégât des eaux dû à des surprises sur le toit. J'ai dû refaire. Il y avait une fissure, entre guillemets, qui s'était formée sur le toit. Et du coup, infiltration d'eau, quand il a beaucoup plu là, ces derniers temps, dans le nord. Et j'ai dû vite intervenir. J'ai bloqué le logement, je crois, 4 ou 5 jours. Parce que voilà, je voulais pas non plus louer quelque chose déglingué, quoi, simplement. Et donc, ouais, franchement, c'est ma meilleure opération que j'ai fait dans l'immobilier, c'est celle-là. Ensuite, on va passer aux problèmes. Et là, les amis, les problèmes, même si tu as beau faire tout le nécessaire, mettre tout en place, etc., eh ben, tu as quand même des soucis. J'ai eu plusieurs dégâts, donc ça fait 6 mois que je loue en Airbnb, j'ai déjà eu plusieurs dégâts. Premier dégât que j'ai eu, un jour, ma femme de ménage intervient pour faire le ménage, et puis elle retrouve un bout de bois éclaté dans la poubelle, et elle cherche, elle me dit, bon, je sais pas d'où ça vient. Elle me montre le bout de bois en FaceTime, et je me dis, putain, j'ai rien de bois chez moi. Du coup, on cherche, et là je me dis, allez voir le lit. Elle va voir le lit, elle monte, et le mec il m'a éclaté. Le lit était neuf, hein. C'est un lit que j'ai payé 300 boules. Le lit était neuf, il avait, je crois, 2 mois, et le mec il m'a défoncé le lit. Je l'ai contacté, bien sûr c'est pas de sa faute. Le gars il est gringalé comme je sais pas quoi, il doit faire 16 kilos tout mouillé. Moi j'ai déjà dormi dans le Airbnb, je fais un bon 80 kilos. J'ai pas eu un seul problème avec le lit, et le mec 16 kilos tout mouillé me l'a pété. Je lui demande des explications, il sait pas me dire. Et franchement, les amis, faut souligner quand quelque chose fonctionne. Aircover, c'est de la balle. Aircover, c'est de la balle. J'ai ouvert un litige sur Airbnb avec Aircover. Alors pour ceux qui savent pas, Aircover, c'est la garantie un peu des dégâts faits par les voyageurs dans votre logement via Airbnb. Et les amis, c'est de la frappe. J'ai ouvert le dossier en 24 heures, je pense. 24 heures, le problème a été résolu. J'ai touché le prix du lit neuf et j'ai pu en racheter un, tout simplement. Deuxième problème que j'ai eu,
Et celle-là, c'est jackpot. Franchement, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est aussi, j'en profite pour rebondir, c'est aussi pour ça, les amis, que avoir une stratégie de prix agressif n'est pas non plus une très bonne stratégie. Simplement parce que avoir des prix bas va, va être à portée en fait de tout le monde. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de filtre par rapport au prix. Donc, le petit mec qui a pas trop de budget, qui a un peu un branleur, eh ben, va pouvoir louer. Ou même la meuf, hein. Et l'exemple que je vais vous donner, c'était une meuf. Donc, je me suis rendu compte qu'avoir une stratégie de prix agressive, c'était pas non plus la meilleure solution. Le deuxième cas qui m'arrivait, les amis, et j'espère que vous êtes assis, j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver. Vraiment jamais. Un jour, je reçois une demande de location Airbnb d'une gentille dame qui me dit, écoutez, bonjour, j'ai vraiment besoin de... Alors, cette dame, son profil, elle a deux ou trois voyages à son actif, pas de notation, rien, etc. Bon, je me dis, ok. Cette dame m'envoie un message, bonjour, je suis à la rue, j'ai un souci, j'ai une petite fille, j'ai une solution pour demain, mais ce soir, voilà, je suis à la rue, j'ai vraiment besoin. Anthony, dans toute sa gentillesse, lui donne accès à son logement. Et en plus de ça, je me souviens, les amis, le pire, c'est que à cette dame, je lui dis quoi? Je lui dis, oui, ok, pas de problème, si jamais demain, je peux vous arranger, je peux bloquer, je peux déjà pré-bloquer le calendrier pour que demain, vous ayez une solution si jamais vous vous retrouvez à la rue, etc. Parce que voilà, moi, tu me parles d'enfants, etc. Je me dis, bon, t'as pas envie, j'ai pas envie que cette dame, elle soit à la rue avec son enfant, tu vois. Donc Anthony, dans toute sa gentillesse, lui donne son code d'accès pour rentrer dans le logement, et puis là, Anthony, il va coucher serein. C'est une dame avec un petit bébé, un petit nouveau-né. Il va rien se passer. Au pire, le bébé va pleurer, et puis voilà, basta. Et ben, les amis, le lendemain, la dame de ménage entre dans le logement et m'appelle en urgence. Monsieur Touchard, mettez la caméra, faut que je vous montre, l'état du logement. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais au taf, je sors, je mets la caméra, et là, les amis, un carnage, un carnage. Franchement, je pensais pas en arriver là, enfin, que des gens soient capables d'en arriver là. Je retrouve tout mon appartement saccagé, de la bouffe par terre sur le tapis, des clopes sur le canapé, du tabac dans la table basse, des joints par terre, de la weed, n'importe quoi. Une nuit, hein, les amis, une nuit, je vous épargne l'état de dégueulasserie du logement. Et ça, les amis, c'est pas grave ça encore. Le pire, c'est que tu ouvres la porte, tu trouves quoi? Tu trouves le fer à repasser, la table à repasser, qui était censée être en haut, qui est en bas, prêt à partir. Tu retrouves un sac poubelle avec tous mes ustensiles, mes casseroles. Tu trouves un sac cabas avec le reste de lessive à l'intérieur. Tu retrouves plus rien. Il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de sopalin, il n'y a plus d'éponge, il n'y a plus de liquide vaisselle. Il n'y a plus rien pour nettoyer l'appartement. Ils m'ont volé le seau, ils m'ont volé quoi? Ils m'ont volé l'aspirateur. L'aspirateur! Ils ont été dans... En fait, ils m'ont dépouillé. Ils m'ont tout simplement dépouillé. Ensuite, la dame de ménage monte à l'étage. Et à l'étage, on retrouve le lit dégueulasse avec du milkshake dedans, des chips, de la bouffe sur la table de chevet. Tu retrouves le ventilo qui était censé être en haut, qui se retrouve, tu sais pas où, en dessous du lit. Comment le ventilo se retrouve en dessous du lit? Tu retrouves quoi encore? Ils m'en ont fait tellement, franchement, ils m'en ont fait tellement. Et là, j'ai pété un câble. Bien sûr, t'appelles la meuf injoignable. Et puis, je monte le dossier Aircover. Et puis là, j'en ai eu pour pas mal, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, j'en ai eu pour 500 et quelques. Ils m'ont volé l'aspirateur,
Ils m'ont volé pas mal de trucs, il me manquait des draps, il me manquait une serviette, il me manquait... bref, il me manquait beaucoup de choses. Et donc je contacte la meuf pour lui demander des explications, bien sûr j'ai pas de nouvelles. Et puis, donc je monte mon dossier Aircover, je me souviens le logement était loué, pas le soir mais le lendemain, et je me dis comment je vais faire. Comment je vais faire, je suis pas sur place, euh, je me dis c'est la merde, ok. Je demande à la dame de ménage de faire son maximum, peu importe le temps qu'elle va mettre, qu'elle fasse le maximum pour que le logement soit le plus propre possible, dans un état irréprochable. Entre-temps, je vous épargne l'odeur de cigarette qui est sur les draps, qui est sur les rideaux, une odeur qui pue sa mère dans le logement, au dire de la femme de ménage. Et donc, je dis à cette dame de ménage de faire le maximum. Et elle a géré de ouf. Elle a tout remis aux normes, entre guillemets. Elle a été chercher des choses en urgence sur ses propres deniers, le temps que je lui fasse un virement pour payer les choses. Et voilà, tu vois, en gros, pour vous dire que la dame de ménage, c'est vraiment un point hyper important. Entre temps, je contacte cette dame qui m'a loué, bien sûr, j'ai pas de réponse, etc. J'ouvre le dossier Aircover. Le dossier Aircover est pris en compte, il n'y a pas de problème. Ils ont été un petit peu plus longs cette fois-ci, ils m'ont demandé des photos, ils m'ont demandé des justificatifs d'achat. Heureusement que je garde absolument tout, notamment pour la comptabilité, donc j'ai pu retrouver absolument tous les éléments qui m'ont volé. Donc je vous dis, au total, je l'avais pour une facture de 500, 600 euros. Je reçois un message sur Airbnb, tard le soir, qui me dit bonjour monsieur, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, je viens de récupérer mon compte, ce n'était pas moi dans le logement, etc. etc. Bref, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai signalé et j'ai laissé couler et puis voilà. Dans tous les cas les amis, il y a juste un point sur lequel je voulais rebondir, c'est que j'ai réussi à prendre le... En fait, ça m'a pas tant affecté que cela, tu vois. Simplement parce que déjà premièrement j'ai un coussin de sécurité, donc j'étais pas à ça près si ça serait pas loué. Et deuxièmement, je me à l'heure actuelle j'arrive à garder une certaine distance, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis plus autant touché par des événements comme ça, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive à me détacher de toute émotion. Certes, ça fait chier, tu vois, mais je me dis, ok, c'est arrivé. Ça sert à quoi de s'énerver plus que ça? Tu vas rien pouvoir changer. C'est là, c'est déjà fait. Peu importe. C'est là, maintenant, on résout les problèmes et on fait le maximum pour le remettre en location le plus rapidement possible. En plus de ça, du coup, ça m'a pas trop affecté financièrement. Bien sûr, j'ai dû avancer les frais. Et dans l'histoire, j'ai peut-être perdu un petit peu d'oseille parce que Aircover, en fait, il te rembourse pas tous les matériaux, le nécessaire à nettoyage. C'est-à-dire que les dosettes de café, les produits machine à laver, le gel douche, les sopalins, les papiers toilettes, tout ça, ils remboursent pas. Donc, j'étais un peu de ma poche, à quoi 50 balles grand max, mais c'est pas grave. C'était une nuit qui était louée, je crois, 47 euros dans ma poche. Et bah c'est tout, c'est pas grave. Ça m'aura servi de leçon. Et puis voilà. Donc ça, c'était les problèmes, tu vois. Les dégâts, t'as le bien qui s'use plus vite. J'ai déjà remarqué, tu vois, ce logement, c'est un logement qui était refait entièrement à neuf. Par contre, bah, je pense que d'ici 6 mois, je vais peut-être devoir remettre un coup sur les murs parce que j'ai des coups sur les murs à cause des bagages, etc. Ensuite, deuxième point que j'ai noté, les petits problèmes, eh ben, c'est un tout petit peu plus de gestion en plus, même si tu automatises au maximum, eh ben, tu as quand même notamment le fait d'envoyer des messages, de donner les codes d'accès, les paramétrer, etc., etc. Là, je chipote un peu, parce que voilà, c'est pas non plus... C'est même pas 5 minutes par jour. Mais par rapport à une location classique, il y a un peu plus de gestion. Troisième point que j'ai noté, c'est quand même beaucoup plus
on a quand même d'être beaucoup plus disponible dans une location courte durée qu'une location classique. Je vous donne un exemple, je comprends pas. Ça, je comprends pas, les amis. On a tous une télé à la maison. On a tous des télécommandes. Et ben, le nombre d'appels que je reçois le soir pour me dire je comprends pas comment la télé fonctionne. Monsieur, il y a la télécommande, je comprends pas. Je veux mettre la télé, il n'y a pas. Alors, la télé, j'ai la télé par internet. Et t'as juste un bouton, puis t'allumes la télé, tu mets HDMI 1, et puis t'as la télé. Mais le nombre de personnes qui m'appellent pour ce problème, c'est insensé. Je vous jure, je comprends pas. Du coup, il faut que j'essaie de trouver une solution. Mais bon, à part faire une vidéo pour expliquer comment on allume la télé, comment on met une source HDMI 1, je comprends pas. Du coup, mon bilan, les amis, attendez, petite lichette de café. Mon bilan à plus 6 mois, j'aurais clairement commencé beaucoup plus tôt, parce que ça explose en termes de rentabilité, ça explose les quotas, c'est excellent. Ça fonctionne tellement bien que, en fait, là, à l'heure actuelle, au mois d'octobre, je récupère un autre logement et je vais le meubler au max pour le mettre aussi en Airbnb, mais en visant une clientèle différente. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, je vous ai expliqué, je pouvais uniquement loger maximum 2 personnes. Et 2 personnes, j'ai remarqué, ça me ferme la porte à beaucoup de locations. Du coup, ce logement, c'est un T3, donc 2 chambres. Je vais l'équiper au max pour pouvoir accueillir jusqu'à 6 voyageurs. On va voir comment ça se passe. Peut-être que je reviendrai sur 4 uniquement. Donc il y a 2 chambres, 2 x 2 plus un canapé convertible. À voir. Donc je vais le lancer là. Je le récupère en octobre. Donc d'ici fin octobre, j'espère le mettre en location. Et j'ai la femme de ménage qui va bien sûr s'en occuper. Je vous ferai pareil un petit retour de ce deuxième Airbnb, en espérant qu'il tourne aussi bien que le premier. Bien sûr, la stratégie de prix, elle sera différente, parce que je vais pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes, donc automatiquement, le prix à la nuitée va lui aussi augmenter, et on va tester le marché pour voir comment ça réagit. Maintenant, les amis, je voudrais parler avec vous des endroits pour faire de la LCD, et en fait, faut pas croire que la location Airbnb, c'est uniquement réservé aux logements qui sont à la montagne, qui sont à la plage, qui sont à côté des centrales nucléaires, etc. Je loue ce logement dans une ville de 7000 habitants à peu près, une agglomération de à peu près 60 000 habitants. J'ai pas un énorme flux de touristes par chez moi. Par contre, j'ai énormément de grosses entreprises, de l'électricité, de métallurgie, des entreprises chinoises, etc., etc. Et donc, je brasse beaucoup de professionnels. Et j'ai remarqué, la plus grosse majorité de mes clients, ce sont des professionnels qui travaillent dans ce type d'entreprise et qui reviennent assez souvent. J'ai des personnes qui, là, sur 3 mois, m'ont réservé 1 à 2 semaines par mois, et je suis déjà booké sur 3 mois. Ah ouais, aussi, je vous ai pas dit, j'ai une stratégie au niveau de réservation stricte. C'est-à-dire que si tu annules avant 1 mois, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est à peu près ça, et bah t'es pas remboursé. C'est-à-dire que si tu loues, si t'as réservé, on est en septembre, t'as réservé pour octobre. Si tu réserves plus d'1 mois avant, tu peux annuler sans aucun frais. Par contre, dès que tu as consommé le mois en cours de ta location, tu peux plus annuler ou tu perds ta location. Ça m'est arrivé 2 fois depuis 6 mois. Des personnes qui louent, qui ne viennent plus, j'ai touché comme si c'était loué, alors que les personnes ne sont pas venues. Donc en gros, voilà, pour clôturer cet arc Airbnb, franchement, je vous le recommande. C'est assez simple à mettre en place, j'ai pas suivi de formation, etc. Et simplement, juste avec de la jugeote et quelques petits tips pour bien faire tourner un Airbnb. Et puis voilà. Ensuite, les amis, un autre point pour vous dire que tout n'est pas tout rose dans la vie d'un investisseur.
Justement, en fait, j'ai le logement d'à côté, la grande maison qui est louée, qui est louée dans une location classique, qui s'est fait contrôler par un organisme de la CAF, Solia. Je vais vous expliquer brièvement, les amis, mais il se passe un truc de ouf avec tous mes logements. Alors, ce logement, notamment le Airbnb que j'ai rénové, un jour, mon artisan reçoit une visite inopinée dans ce logement. Et il y a une personne qui se présente, oui, bonjour, contrôleur Solia, etc. Savez-vous que ce logement est soumis à une interdiction ou je sais pas quoi, bref. L'artisan m'appelle, moi je suis pas du tout au courant. Et je dis, bon, bah, de toute façon, c'est pas un souci, c'est un logement qu'on a refait totalement à neuf. Tu reviendras quand les travaux seront finis, et puis tu feras ta petite levée de doute, et puis voilà. Donc en gros, pour vous expliquer un peu, Solia, ils émettent un peu ils te jugent si ton logement est salubre, insalubre, décent, non décent, etc. Et il s'avère que du coup, ce logement, le Airbnb, était non décent et insalubre. Donc nous, on a fait tous les travaux, etc. La personne est revenue et a émis quelques petites réserves. Donc on a fait les travaux qui étaient nécessaires, etc. Et puis bizarrement, cet organisme, Solia, a commencé vraiment d'une manière totalement aléatoire, hein, à contrôler tous mes logements, un par un. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le Airbnb, ensuite ils ont contrôlé un autre logement que j'avais sur la ville d'à côté, ils ont bien sûr soumis des réserves où je devais faire les travaux, et ils ont aussi contrôlé le logement d'à côté, le grand logement. Et donc pareil, ce logement-là a été refait à neuf. Et les amis, je suis tombé un peu des nues, parce que faudrait que je vous mette des photos de ce logement. C'est un logement, voilà, hein, comme vous le savez, je suis pas un vendeur de sommeil, je suis pas un enfoiré, quoi. Je propose des logements où moi je pourrais vivre dedans. Et écoutez, la meilleure, c'est quoi? C'est que ils avaient soumis des réserves, et donc ils sont partis contrôler ce logement, et ce logement, en fait, il y avait 2-3 points. Il y avait effectivement 2-3 points qui étaient problématiques. Notamment, alors là, franchement, les amis, j'ai aucune solution. J'ai une rampe d'escalier avec comment dire, la main courante de cet escalier, et j'ai un souci sur cette rambarde, puisque l'espace entre les barres sont trop espacés. Sauf que c'est un escalier très ancien avec des petites moulures, etc. Et donc j'ai aucune solution pour réduire cet espace, à part retirer le charme de cet escalier en mettant des vulgaires lattes de bois. Et donc j'ai exprimé mon mécontentement à cet agent en lui disant, écoutez, mais comment voulez-vous que je fasse? C'est pas possible. Et le mec, il me sort quoi? Ouvertement. Ouais, mais vous achetez du bois et vous mettez une grande barre de bois tout le long, et puis ça ira. Je dis, mais vous voyez pas qu'il y a des moulures, etc., des moulures en bois? Et le mec, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Donc en gros, ce que je dois faire, c'est acheter des grosses plaques de bois, visser sur la rambarde, pour que ce soit aux normes. On marche sur la tête. Ensuite, autre chose, alors ça, du coup, c'est un peu de ma faute parce que je le savais pas, mais en gros, dans toutes les salles de bain, vous avez automatiquement besoin d'avoir des VMC hygroréglables. Alors, des VMC, hein, nous, on va mettre des hygroréglables, même s'il y a une présence de fenêtre avec une ventilation dessus. Je n'étais absolument pas au courant. Du coup, on a 2 salles de bain à refaire dans ce logement pour la pose de VMC. Donc ça, c'est pas trop gênant. En soi, quand il y a des choses qui sont à faire, il n'y a pas de problème, on va les faire. Mais la meilleure, c'est quoi? C'est que je prévois un rendez-vous avec l'artisan pour qu'il passe, etc. Et puis, donc l'artisan, il passe, je vais vous dire une bêtise, il passe lundi, et puis mardi, je reçois un courrier dans ma boîte à lettres pour me dire quoi? Pour me dire que donc, cette locataire, elle touche des aides de la CAF, et donc, il y a 2 semaines en arrière, je reçois un courrier pour me dire, ouais, il y a ça à faire. Donc moi, très vite, je prends rendez-vous avec l'artisan. L'artisan, il passe lundi pour me faire le chiffrage. Mardi, je reçois ce courrier pour me dire, on a bloqué toutes les aides de ce logement. C'est-à-dire que, en gros, là, pendant X temps, le temps que les travaux soient faits, en soi, ça allait prendre maximum 1 mois, et ben, je vais plus toucher d'aide.
enfin ma locataire ne va pas toucher d'aide. C'est-à-dire que je vais uniquement percevoir sa part à elle. C'est-à-dire en toute transparence, il y a un loyer de 1000 balles. Sur ces 1000 balles, elle a 660, 670, on va dire grosso modo 700. Et ben sur ces 1000 balles, je vais toucher 300 pendant X mois. Donc j'appelle la personne qui est venue contrôler le logement, je lui dis ouais mais attendez, vous me laissez même pas le temps de faire les travaux. Je fais les travaux, ils sont déjà prévus. L'artisan est venu faire les chiffrages. Et vous me laissez même pas un mois pour faire les travaux. Je fais, comment voulez-vous que je fasse? Le mec, il me dit, ah ouais, mais dès que c'est non décent, donc c'est non décent, les amis, pour des putains de VMC et pour une rambarde. Pour une rambarde d'escalier. C'est dingue, franchement. L'État marche sur la tête. En France, je sais pas, je comprends pas. On met tellement de bâtons dans les roues. Encore, tu vois, ça serait un logement qui serait éclaté. Je pourrais comprendre. Franchement, je comprendrais. Mais là, on est sur un logement qui a été refait à neuf. Il y en a très peu des logements comme ça sur mon marché. Et on vient me péter les couilles. Donc ça, c'est quand même improbable. Mais c'est pas ça le pire. C'est que je lui dis, bah écoutez, on peut déjà prendre rendez-vous pour venir recontrôler le logement. Vous venez dans un mois et demi. Et le mec, il me sort quoi? Ah ouais, mais vous pressez pas. Hein. Parce que le temps que nous, on prenne rendez-vous pour venir, il y a déjà un mois. Pour que le temps que nous, après, on atteste que les travaux sont conformes et qu'on envoie à la CAF, faut compter 4 mois environ pour le traitement au niveau du délai. Donc là, les amis, grosso modo, pendant 6 mois, je vais me retrouver avec un loyer de 300 balles au lieu de 1000, tout simplement. Donc c'est pourquoi, les amis, je vous dis, avoir de l'argent de côté, c'est quelque chose qui est très, très, très important. On ne peut pas se lancer dans l'immobilier avec 3000 balles de côté, c'est pas possible. Parce que là, je serais pris à la gorge. En plus, les amis, c'est la vérité. Heureusement que j'ai un fonds de sécurité confortable, simplement parce que ces derniers temps, j'ai fait énormément de travaux. On a eu un dépassement de budget travaux sur un logement qu'on a refait lui aussi à neuf. Et il y a eu un dépassement d'à peu près 18 000 euros. Ces 18 000 euros, il a bien fallu les sortir de quelque part. Et je suis pas le genre de branquignol qui retourne voir la banque pour dire « Ah, monsieur le banquier, je suis désolé, on n'avait pas budgétisé ça, on n'avait pas budgétisé ça. » Du coup, cet argent, j'ai dû le sortir de mon oseille, de mon compte. Ces 18 000 euros, j'ai dû les sortir. Si j'avais pas cet argent, j'aurais fait comment? J'aurais été mal. Et donc, pour vous dire que avoir un fonds de sécurité, c'est quelque chose de très important. Parce que là, les travaux que je vais devoir financer, en gros, allez, grosso modo, j'ai encore à peu près, sur tous mes logements, j'ai à peu près 10 000 euros de travaux en suspens qui vont sortir aussi. Cet argent, heureusement que j'ai un fonds de sécurité. Parce que si j'aurais dû le sortir, si je l'avais pas et que j'aurais dû le sortir, comment j'aurais fait? Ce logement, du coup, où ils m'ont sauté les aides de cette locataire, comment t'aurais fait si au lieu de 1000 euros de loyer, tu toucherais seulement 300 et que t'as pas d'argent de côté pour faire les travaux? T'aurais fait comment? Parce que tant que t'as pas fait les travaux, tu récupères pas cette somme. Les 700 balles que tu ne perçois pas, tu vas pas les recevoir tant que tu n'as pas fait les travaux. Donc c'est pour ça, les amis, ne vous lancez pas tête baissée dans l'investissement immobilier en étant à flux tendu au niveau de l'oseille. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout, en plus de ça, on est en complexité bancaire actuellement. C'est dur d'emprunter. C'est une galère. Nous, on a eu un, c'est la première fois que ça m'est arrivé. On a fait sauter un compromis avec un refus de prêt, alors que notre dossier était super bon. On avait un peu d'apport. J'étais associé avec quelqu'un et c'est tombé à l'eau. C'est tellement dur. C'est dur. Aujourd'hui, en plus, les amis, en même temps, ça va nous faire passer sur un autre sujet. Les conditions bancaires, alors ça reprend un tout petit peu parce que la roue était en train de se gripper, mais c'est dur. C'est dur d'emprunter. Il y a beaucoup plus de ventes qui capotent, notamment à cause des prêts. Beaucoup de gens sortent des compromis. Et pour vous dire, aujourd'hui, on me rappelle pour des biens que j'ai visités. J'ai fait des visites il y a plus de 6 mois. Les gens me rappellent pour me dire, oui, t'es toujours intéressé, il y a possibilité, etc., etc. Donc, on est obligé d'être toujours plus sélectif. Et ça me relance sur un sujet,
un conseil que je vous avais donné, aujourd'hui les amis, vous devez être hyper sélect sur les investissements que vous allez faire. Simplement parce que du 8, 7, 8% de rentabilité, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Les taux d'emprunt sont tellement élevés que vous devez viser du 12, du 10, du 12, du 15, du 20% de rentabilité. Pas moins. Même si c'est compliqué, ne grillez pas votre capacité bancaire pour des produits médiocres. Si tu veux des produits médiocres, investis sur ton livret A, investis sur des produits tout faits, et puis voilà, tu prendras ton rendement médiocre. Mais si tu veux faire vraiment fructifier ton argent à l'heure actuelle, tu dois trouver des pépites. Et les pépites, les amis, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus par hasard, ça se travaille. Comme cet investissement que j'ai fait, qui me génère pour à peu près 130 000, un budget total de 100, non même pas, 115, 117 à peu près. Cet investissement que je vous parlais juste avant, c'est un budget total de 117 000 ou 100, ouais, tu sais quoi, on va dire 125 000, parce que j'ai plus vraiment les chiffres en tête. 125 000, il me génère plus de 2000 euros par mois. C'est ce type d'investissement que vous devez faire, les amis. Ensuite, aujourd'hui, j'ai remarqué un truc sur mon secteur. Euh, j'ai une laverie qui est sur mon secteur. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, je sais pas, en ce moment, il y a aussi une petite mode sur les laveries. N'empêche, après avoir étudié le marché où je suis, il y a une laverie dans ma ville, je sais pas, c'est un problème. Elle est toute seule, il n'y a pas d'autre laverie à côté. Et cette laverie, elle est éclatée au sol. Elle est éclatée au sol. Vous regardez les commentaires Google commentaires là, ces derniers temps, il se fait éclater. Le mec n'entretient pas sa laverie, elle est dégueulasse. Il y a, je sais pas, il y a une dizaine de machines, il y en a 7 qui fonctionnent pas. Sa laverie est complètement à l'abandon. Et j'ai été un peu au culot, j'ai pris le numéro, j'ai appelé pour savoir s'il voulait vendre. Pas de réponse. Ça sonne mais ça répond pas. J'ai laissé un message, ça répond pas. Donc j'ai un projet en tête, les amis. Peut-être que je prendrai un local commercial pas très loin, parce qu'il est super bien placé, en plein centre-ville. Il y a une demande pour une petite laverie dans le secteur, et il n'y a pas de concurrence. Du coup, lui, si j'ouvre, je vais l'éteindre. Et je pourrais grappiller un maximum de clients. Par contre, il y a un point noir avec la laverie, c'est qu'à l'heure actuelle, l'essence, n'importe quoi, l'électricité et le gaz, eh ben, je suis pas serein, tu vois. Je suis en train de me renseigner, savoir si c'est réellement rentable, parce que l'électricité et le gaz a pris une sacrée claque, surtout pour les pros. Donc je suis en train de voir, et je vous tiendrai informé, les amis, si j'investis dans une laverie. Dernier point, les amis, après je vous laisse parce que ça fait déjà quand même 43 minutes. On va parler crypto. Les cryptos, les amis, je suis toujours à fond dessus. J'investis toujours tous les mois, comme sur mes petits ETF. Par contre, je vais pas vous mentir, mon portefeuille, il tire la gueule au max. Ma plus grosse ligne, c'est Atom, pour pas vous cacher. Et bah Atom, c'est cassé la gueule sévère. Je crois que mon prix de revient unitaire, je dois être aux alentours de 22, 23, peut-être un petit peu plus. Et à l'heure actuelle, on est à 6 dollars. Donc, autant vous dire que ça c'est vachement... j'ai pris une sacrée claque au niveau de mon portefeuille crypto. Et heureusement que j'ai aussi de l'Ethereum et du Bitcoin pour limiter les dégâts. Parce que sinon, je serais mal. C'est pourquoi aussi, les amis, on investit uniquement de l'argent dont on n'a pas besoin. Parce que là, j'aurais besoin de retirer cet argent pour vivre, pour investir, faire des travaux. Et bah, je serais mal. Je serais très très mal. Voilà les amis, écoutez, c'est pas mal. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait un épisode vraiment solo sur mon parcours d'investisseur. Si vous avez kiffé cet épisode, les amis, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Anthony-THRD.
Vous pouvez aussi me donner de la force les amis sur YouTube. Je me suis lancé officiellement sur YouTube avec des contenus réguliers sur l'argent, sur l'investissement, etc. La chaîne s'appelle le Money Circle Show. Vous verrez, il y a plein de choses. Je poste une vidéo par semaine, le podcast, peut-être des petits épisodes croustillants par-ci par-là. On verra. Donc allez donner de la force les amis. Vous pouvez liker, vous abonner. Vraiment, donnez-moi de la force pour faire connaître cette chaîne YouTube. Ce podcast aussi, partagez-le sur Instagram, sur vos groupes d'investisseurs, sur peu importe, où vous voulez partager à votre grand-mère des gens qui ont envie de changer leur vie, notamment via l'investissement, des gens qui ont envie de parler d'argent, etc., etc. Vous pouvez partager tout ça sur vos réseaux, ça me fera grave plaisir. Pensez aussi à noter cet épisode, ce petit podcast, le Money Circle Talks. On est très peu à noter ce podcast, et pourtant il est écouté. Il est écouté les amis, je vous vois. J'ai les stats tous les mois, je vois combien de personnes qui ont écouté, et je vois le nombre de commentaires. Vous pouvez pas me mentir à me dire, mais si, j'ai noté. Je vous vois les amis. Mettez-moi un petit commentaire, ça vous prend 5 minutes de votre temps, et moi ça me donne de la force pour continuer, pour vous produire toujours plus de contenu. Il y a des formations qui vont sortir, les amis, je suis en train de créer un site internet pour les mettre, etc., etc. Ça prend un peu de temps pour faire un truc propre, c'est quand même compliqué. Mais voilà, il y a des formations, notamment je vais reprendre la formation sur la budgétisation, comment reprendre le contrôle de ses finances personnelles. Je vais la réactualiser parce que je la trouvais pas ouf, même si elle a eu une certaine demande. Je vais refaire tout ça avec toujours plus de choses à l'intérieur, comment gérer un budget, etc., etc. Ensuite, j'ai toujours j'ai toujours la formation sur les ETF. En fait, les amis, je veux qu'elle soit parfaite, cette formation sur les ETF. Donc, elle prend vraiment beaucoup de temps. J'ai aussi une formation sur comment automatiser ses finances, qui va être sympa. Et puis, voilà, il y a plusieurs choses qui sont dans les starting blocks, les amis. Il y a le contenu YouTube qui prend aussi vraiment pas mal de temps. Donc tout ça les amis, ça va sortir. Abonnez-vous pour rien manquer. Abonnez-vous sur YouTube. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Alors je poste un peu moins sur Instagram, je vais pas vous mentir. Mais quelquefois ça me prend et puis je mets plein de stories, etc. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a fait kiffer. Si vous avez kiffé, dites-le moi pour que je vous fasse toujours plus d'épisodes un peu semblables. Et puis voilà, les amis, dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est vraiment important, le 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Big up, ciao ciao.